Décrypter l'actualité nationale et internationale, c'est la substance de cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la revue des presses grand format sur les antennes de l'Intelligent TV. Nos invités de ce soir sont Beta Michel, bonsoir. Bonsoir, Koné. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV. Vous êtes le directeur de publication du journal Le Bélier. Effectivement, c'est à moi qui vous dis merci. Ambroise Titi, bonsoir. Bonsoir, Khalid. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste et analyste politique. Tout à fait. Alors, messieurs, c'est vrai, c'est la CAN, mais l'actualité sociopolitique bouge, évolue. Donc, la revue de presse grand format continue toujours d'exister sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous aurons ce soir au menu de cette émission 3 sujets. La récente sortie de l'ancien président du Conseil constitutionnel ivoirien, Paul Yaoundé, qui accuse le président Alassane Ouattara d'avoir violé la Constitution en 2020. On parlera aussi de l'inauguration de l'unité d'assemblage automobile Made in Côte d'Ivoire par le Premier ministre Patrick Hachi. Et puis on va terminer cette émission par les sanctions prises par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest contre le Mali. Voilà donc pour les sujets de ce soir. On part pour la synthèse de la semaine. L'ancien président du Conseil constitutionnel ivoirien, Paul Yaoundé, est sorti de son silence à l'occasion d'une cérémonie d'hommage à l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à Issia le samedi 8 janvier 2022. Il a tenu le président de la République Alassane Ouattara pour responsable des violences qui ont été occasionnées à la faveur des élections présidentielles d'octobre 2020. Pour, dit-il, avoir violé la Constitution. Pour lui, donc, c'est Alassane Ouattara qui doit être traduit en justice et non les acteurs de la désobéissance civile qui, selon Paul Yaoundé, ont agi en aval de cette violation. Alors, Beta Michel, on va commencer avec vous. Comment vous trouvez ces propos de Paul Yaoundé? Non, il faut le dire, Paul Yaoundé, en tant que constitutionnaliste, a sûrement bien analysé notre constitution pour comprendre, comme l'avait dit déjà le ministre de la Justice, que Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat en 2020 au regard de cette constitution. Donc moi, je crois que c'est l'éclairage d'un connaisseur, d'un sachant qui vient encore nous attester de ce que nous avons toujours soutenu, qu'Alassane a violé la constitution en se présentant encore à un 3e mandat anticonstitutionnel. Alors, Ambroise, Beta estime que Paul Yaoundé a fait là une belle analyse des événements de 2020. Moi, je suis plutôt à la fois surpris et choqué par la réaction du professeur Paul Yaoundé. Parce qu'on se rappelle tous ici en 2010, 2011, on se rappelle ce qui s'est passé. On est tous contemporains de cette affaire-là, de cette histoire. Et on sait comment il a fait gagner le président Laurent Gbagbo au détriment du vrai vainqueur de ce scrutin-là. Et il a fallu, pour qu'il en arrive là, qu'il biffe plus de 600 000 voix du candidat du RHDP dans les départements du Nord, dans exactement 6 ou 7 départements du Nord. Voyez-vous? Or, la Constitution, à son article 64, l'ancienne Constitution, son article 64, stipule que dans le cas où on estime, le président, le juge constitutionnel estime qu'il y a des éléments de nature à entacher la sincérité du scrutin, il lui revient simplement d'annuler le vote pour le faire reprendre 90 jours plus tard. Mais lui, il a biffé 600 000 voix du candidat du RHDP et il fait gagner le président Laurent Gbagbo. On dit c'est prononcé sur 2020. Non, mais je remonte l'histoire. Pour dire pourquoi je suis choqué. De quoi? Pourquoi je suis choqué par sa réaction. Lui qui a le premier violé la Constitution, puis il parle de viol de Constitution. Donc, Ouattara l'a fait en 2020 aussi. Non, sur ce chapitre-là, il parle de viol, mais il est mal placé.
Pourquoi il est mal placé? Il est mal placé parce que... C'est un professeur de droit, un constitutionnaliste. Je sais pas, il n'en a pas moins violé cette constitution. Mais il faut remarquer que Ouattara l'a violé en 2020. Mais c'est là le problème. La responsabilité de tes affirmations. Moi, je crois qu'en tant que constitutionnaliste, connaissant du droit, en se prononçant sur un sujet qui préoccupe les populations, moi, je pense que c'est là que tu dois te prononcer et non pas chercher à savoir qu'est-ce qu'il a fait par le passé. Il faut que je remonte. Est-ce que là, ce qu'il a dit là, c'est faux ou bien c'est faux? Mais c'est faux. C'est faux parce qu'on va y arriver. Fallait me laisser continuer. On va y arriver. Allez-y, continuez. Je dis, le président Alassane Ouattara n'a pas violé la Constitution. Puisqu'on se rappelle tous, quand il battait campagne, quand on a dit qu'une nouvelle Constitution entraînait de facto une nouvelle République. Et de ce fait, les compteurs étaient remis à zéro. Et qui l'a dit? Les compteurs étaient remis à zéro. Mais tous les le ministre de la Justice, devant les députés, il a dit cette nouvelle constitution ne permettra jamais à Ouattara d'être candidat. Les constitutionnalistes que son Ban Congo l'ont dit. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a aussi se prononce. Il dit que Ouattara a violé la constitution. Je fais fi de ces affirmations-là. Non, parce que je fais fi de ça. Parce que c'est des affirmations de personnes qui ne créent pas le droit. Mais le ministre de la Justice, mais ça ne crée pas le droit. Ça ne crée pas le droit. Ces affirmations ne créent pas le droit. On le sait, en 2010, Yaoundé avait proclamé Laurent Gbagbo vainqueur. Après, il a changé de décision. Il a proclamé Alassane Ouattara vainqueur en disant qu'il a été possédé par Satan. Ce sont ses mots. Est-ce qu'au regard de ce fait-là, aujourd'hui, il est crédible de se prononcer sur ce qui s'est passé? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'il est crédible? Je vais te mettre à l'aise. Yaoundé est un professeur constitutionnel du droit. Yaoundé, en 2010, a constaté les dérives que la Côte d'Ivoire vivait. Avec les morts, on n'a pas de 3000 morts. Il fallait trouver des solutions pour qu'on en sorte de cette situation. Que Yaoundé ait dit que vis-à-vis de cette situation, qu'il a été possédé. Moi, je crois que quand il y a mort d'homme, quand il y a tragédie comme celle que la Côte d'Ivoire a vécue, toutes les situations sont bonnes pour sortir de cette tragédie. Nous sommes sortis de cette tragédie. Aujourd'hui, il analyse avec sérénité la Constitution. Est-ce qu'il est crédible? Mais quand tu parles de sa crédibilité, devant une situation de tragédie là, où tout le monde meurt là, qu'il se taise pour laisser les hommes continuer de mourir. Il trouve pas pour sortir de cette tragédie-là. Je crois que Folibrito même dit cet homme a été bien inspiré en se trouvant cette parade-là pour sortir de cette tragédie que les Ivoiriens vivaient. Moi, je crois qu'il a pensé au peuple ivoirien, c'est pourquoi il a agi ainsi. Et aujourd'hui encore, en pensant au peuple ivoirien, il fait une analyse objective de cette constitution-là en affirmant que Ouattara a violé la constitution. C'est tout. Il y a un dicton qui dit on attache les bœufs, les animaux avec des cordes. On attache les hommes avec leurs paroles. Mais si tu veux attacher les hommes avec leurs paroles, ce n'est pas Yaoundé. Qui dit qu'il a été possédé par Satan. Qui dit que Ouattara ne peut pas être candidat et qu'à la suite de cela, Ouattara est candidat. Moi, je crois qu'aujourd'hui, là. Moi, je te confronte au droit. Au droit qui dit que quand il y a une nouvelle constitution, il y a une nouvelle république et de ce fait, les compteurs sont remis à zéro. C'est quelqu'un qui dit ça. Est-ce que vous pensez, comme il a signifié, qu'il était vraiment bien inspiré pour faire cette sortie? Non, mais attends. Mais c'était la sortie, c'était un aveu. Un aveu de culpabilité, un aveu de forfaiture. Hein? Il avait commis une forfaiture en déclarant son ami Laurent Gbagbo vainqueur. Donc aujourd'hui, on peut... Allez-y. Oui, c'était une forfaiture. Donc c'était un aveu. Un aveu de cette forfaiture. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Quand quelqu'un de sa trempe dise, sans qu'il y ait été obligé, qu'il a été possédé par Satan, je crois que ça veut tout dire. Ça veut dire que la décision qu'il a prise, elle était nulle et de nul effet. Elle était nulle et de nul effet. C'est la conséquence immédiate qu'on tire de cette affirmation. Il est en train de dédouaner les acteurs de la désobéissance civile. Mais attends, la désobéissance civile, je le dis toujours, a une origine. C'est la désobéissance de Ouattara à la Constitution qui a entraîné la désobéissance civile. Mais devant la réaction, la réaction anticonstitutionnelle du président, que voulez-vous que les opposants qui aspirent... La Constitution permettait à Ouattara d'être candidat. Quelle Constitution? Nous sommes dans la 3e République. Il y a une nouvelle Constitution qui est là. S'il vous plaît, cette nouvelle Constitution donne l'autorisation à Ouattara d'être candidat. Cette nouvelle Constitution a des tests. Et ces tests-là, les constitutionnels se sont prononcés. Ces tests de cette nouvelle Constitution-là, Ban Congo qui était un des
producteurs de cette constitution l'a dit. Une fixation sur les personnes. Mais non, c'est pas une question des personnes. C'est eux qui ont créé cette loi-là, qui ont produit cette loi-là et qui se sont prononcés sur cette loi-là. Mais je dis que les affirmations ne créent pas le droit. Mais qu'est-ce que tu appelles créer le droit? Mais je veux dire, la loi est là, elle est impersonnelle. Mais la loi qui est là. Elle est Monsieur, on va s'écouter. Elle est personnelle et il est entendu que quand il y a une nouvelle constitution. Mais qui dit ça même? Mais la constitution a des textes. Les textes de la constitution disent que Ouattara peut faire contraire. C'est constant, c'est constant, c'est constant. C'est d'accord que cette constitution-là n'a pas de textes. Monsieur, on va s'écouter. Cette nouvelle constitution a des textes. Et ces textes-là sont clairs. Les textes qui n'ont pas été changés ne peuvent pas être modifiés aujourd'hui. C'est pourquoi les constitutionnalistes se sont prononcés pour dire que Ouattara ne peut pas être candidat au regard de cette constitution-là. Bon, mais je ne sais pas, cette constitution a des textes, c'est pas remise des compteurs à zéro. Mais qu'est-ce que ça fait remise des compteurs à zéro? C'est grave. Les tests là, comme tu le dis là, monsieur, on va s'écouter. Monsieur Beta, le RHDP a réagi face à cette sortie de Yaoundé à travers son porte-parole, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, qui a décidé pour lui plutôt, Yaoundé se dresse contre Ouattara. Mais Adjoumani est dans son rôle. Adjoumani est dans son rôle. Tous les jours, il se prononce sur tous les sujets, même les sujets les plus cocasses. Il est dans son rôle. Maintenant, il s'agit d'analyser des faits. La constitution de 2020, là, elle ne permet pas à Ouattara d'être candidat. Que Ouattara ait été candidat, c'est un fait, on a constaté. Mais Yaoundé, en tant que professeur de droit, constitutionnaliste, peut quand même dire son point de vue sur la constitution qu'il connaît quand même. Mais moi, je crois que Adjoumani dit Ouattara se dresser contre Ouattara, ça veut dire quoi même? Il faut demander à Adjoumani, se dresser contre Ouattara, ça veut dire quoi? On est dans un pays, pour ceux qui parlent, on dit tu te dresses contre quelqu'un. Mais pourquoi il va se dresser contre Ouattara? Il n'a pas à se prononcer sur ce qui concerne le pays parce que quand tu te prononces et c'est différent de ce que Ouattara veut, tu te dresses contre lui. Non, ne mettez pas des palabres où il n'y en a pas. Il s'est prononcé sur une question de droit. Je crois que si Adjoumani doit lui répondre, c'est sur une question de droit. Et non, c'est. Est-ce qu'il est bien placé aujourd'hui pour donner des leçons placé. Comme l'a signifié Adjoumani, le RHDP s'est posé cette question. Non, quand tu dis bien placé, je veux situer la chose dans son contexte. Notre professeur de droit, Paul Yaoundé, est constitutionnaliste. Il a été président du Conseil constitutionnel. Donc, quand il analyse le droit, il peut se prononcer dessus. Mais cela ne l'a pas empêché de revenir. Mais cela ne l'a pas empêché de revenir sur sa décision en 2000. Mais je l'ai dit, je voulais faire remarquer que 2010, c'était une tragédie la Côte d'Ivoire a vécu. On parle de 3 000 morts. Devant 3 000 morts. Non, il n'a pas pris un fusil. Il n'a pas tué quelqu'un. Ne faut pas. Non, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Mais c'est ce que tu fais depuis. C'est ce que tu fais depuis. Il n'a pas porté de fusil. Il s'est prononcé sur des questions de droit. Il est prononcé sur des questions de droit. Si c'est prononcé sur des questions de droit, c'est en train de morts, alors il faut le commencer maintenant. Parce qu'on ne va plus se prononcer maintenant. A conduit à des drames, à une tragédie. Est-il qualifié pour donner des leçons? Il ne donne pas de leçons, il se prononce sur une question de droit. Quand je disais à l'entame que j'étais choqué, justement, c'est en rapport avec ça. Qui n'est pas qualifié. Il n'est pas qualifié. Sa parole est discréditée. Il s'est décrédibilisé. Quand lui-même il dit, mais attends, mais tu ne vois pas l'énormité de son affirmation de dire qu'il a été possédé par Satan? Non, mais j'ai dit, devant la tragédie que vivait la Côte d'Ivoire, tu n'as pas connu assez d'énormité quand des personnes disent que les armées étrangères viennent attaquer la Côte d'Ivoire. Mais j'ai dit, ce sont des solutions. Et c'est une phase de solutions que j'ai dit. Et puis, d'un mot. Quand il dit que c'est parce qu'en amont, le président Ouattara a violé la Constitution, c'est ça qui légitime les dérives auxquelles on a assisté de la part de l'opposition. Mais qu'est-ce que tu appelles dérive? La plus grosse dérive, c'est la violation de la Constitution. Il ne faut pas parler de dérive. L'opposition est dans son droit de revendiquer, de demander des choses, d'exiger des choses. Mais il ne faut pas parler de dérive quand tu parles. L'opposition, il s'est dit légaliste, il s'est dit républicaine. Avait-elle le droit d'engager des actions de violence pour contester? Mais qu'est-ce que tu appelles action de violence? Tu as vu quel opposant? Non, quand on dit désobéissance, c'est pas dit violence. De grâce quand même. Mais si, quand on dit boycott actif, un boycott actif. Qui a parlé de boycott actif? On n'a pas de désobéissance civile. Mais les deux mots d'ordre étaient collés. Les deux mots d'ordre étaient collés. Quand le président Bédier lance la désobéissance civile et en écho, l'autre lui répond à Finguessan pour parler de boycott actif. Tu oublies ça?
Non, mais attends. Hein, tu as la mémoire sélective à ce point. Non, faut pas. Tu as la mémoire sélective à ce point. Et donc, tu fais. Tu as la mémoire sélective à ce point. Tu as la mémoire sélective à ce point. Non, je n'ai pas de mémoire sélective, mais si. Il a dit des désobéissances civiles. Monsieur, on va s'écouter. Pour faire du boycott actif, il faut que tu aies la mémoire sélective. Non, je ne peux pas faire de boycott actif, mais j'ai dit ce qui a été lancé par l'opposition, c'est la désobéissance civile. Le 20 septembre. Est-ce que cette sortie de Paul Yaoundé, ça ne contribue pas à fragiliser le climat social en Côte d'Ivoire? S'il dit que Ouattara ne peut pas se prononcer, ça contribue à fragiliser le climat social. Moi, je suis désolé. Non, mais moi, c'est ça aussi, je te réponds. Moi, je pense que se prononcer sur des questions de droit, c'est du devoir des sachants. Et Yaoundé est un sachant. Il s'est prononcé sur une question de droit. Je veux qu'on lui conteste cette question de droit-là, que de vouloir lui prêter je dis, je ne sais pas. Monsieur Beta, en ce moment, Yaoundé, il était là, il ne s'est pas prononcé. Pourquoi c'est maintenant qu'il se prononce? Pourquoi c'est maintenant? C'est maintenant il a le micro, il s'est prononcé. Il s'est prononcé peut-être dans son salon. Il avait arraché le micro. Non, mais je veux dire qu'il a eu l'occasion, il s'est prononcé. Moi, je sais, le procureur vient et puis c'est maintenant, il commence à poursuivre ceux qui l'estiment être les auteurs de la tragédie de 2020. Hein? Il a ouvert la boîte de Pandore, on va lui répondre, on va lui dire ce qui est. 2020, c'est pas lui ceux qui étaient là, tout le monde était là, et des sachants comme Yaoundé aussi étaient là, ils ont dit ce qui était en 2020. C'est pour l'aider dans sa procédure. Alors, c'est un combat politique qu'il est en train de mener ainsi quand il fait cette sortie? Mais bien entendu, c'est un combat politique. C'est un combat politique quand il dit que, d'abord, comment il s'appelle, le procureur n'avait pas à poursuivre l'opposition, et deux, que Ouattara a violé la constitution, qu'il doit faire la prison. Mais je trouve que c'est politique. Ça n'a rien d'illégal. Oui, c'est politique. C'est pas trop de dire que Ouattara doit faire la prison. Voilà, c'est politique. Non, c'est il n'a pas dit Ouattara doit faire la prison. Il a dit si le procureur doit poursuivre, qu'il poursuive celui qui a violé la constitution. Mais en d'autres termes, ça veut dire quoi? Il n'a pas dit, il ne faut pas lui prêter des mots. Non, mais je lui dis, il ne faut pas lui prêter des mots. Non, je ne veux pas de d'autres termes. Je veux les mots qu'il a dit. Donc, il dit d'autres mots qu'il a dit. Il a dit clairement que c'est Ouattara qui a violé la constitution. Oui, mais c'est le fait. Il dit, au lieu de poursuivre les acteurs de la désobéissance civile, il faut plutôt poursuivre l'auteur qui a créé cette situation de désobéissance civile-là. Et c'est Ouattara. Mais naturellement, on le constate. C'est pas trop de le dire. Trop de dire que Ouattara a violé la constitution? Non, le traduit non. Moi, je pense que Yaoundé n'a pas dit que Ouattara doit aller en prison. On te renvoie à sa déclaration. Non, j'ai lu sa déclaration. Il a dit simplement que si le procureur doit poursuivre, qu'il s'en tienne à ce que Ouattara ait violé la constitution et c'est Ouattara d'abord qui doit poursuivre. Il n'a pas dit Ouattara. Mais c'est le procureur qui poursuit. C'est pas lui qui envoie les gens en prison, c'est le procureur. Mais pourquoi c'est le procureur. On a le sentiment que tu ne veux pas le dire alors que le gars l'a dit. Il a dit quoi? Que Ouattara doit aller en prison? Oui, il doit aller poursuivre. Il dit que le procureur doit le poursuivre. Parce que le procureur a engagé des poursuites. Oui. Alors? Oui, mais alors? Voilà. Donc, quand on dit que tu engage des poursuites, ça veut dire que tu vas aller en prison. Donc, implicitement, tu reconnais que c'est trop gros. Gros que quoi? Que Ouattara a violé la constitution? Non, qu'il doit être poursuivi. Mais tu reconnais ça? Le procureur est en train de poursuivre l'opposition. Mais c'est des faits quand même. Tu reconnais que c'est trop gros implicitement, tu reconnais que c'est trop gros. On se pose la question de savoir quelle était l'opportunité de cette sortie. L'opportunité de cette sortie, c'est pour aider le procureur à mieux cerner le sujet sur lequel il s'est prononcé. C'est-à-dire, le procureur a décidé de faire... Tu fais de l'ironie, quoi. À quel niveau? À quel niveau? Quand tu dis c'est pour aider le procureur... Mais quand il dit aider le procureur, c'est un sujet... Il a besoin d'une aide. Il a dit qu'il a besoin d'aide. Attends, le procureur, quand il fait ses enquêtes, il a besoin de quoi? C'est de quoi il a besoin quand il fait une enquête? C'est d'aide. Tu parles quand on dit d'aide, quand on dit d'aide, tu vois que c'est mal placé, quoi. Bon, un procureur comme Yaoundé, qui est constitutionnaliste, peut se prononcer sur une question de droit pour aider le procureur. Ça c'est mauvais aussi de le dire, mais finalement... Alors, cela a Djoumani, avec ce qui s'est passé en 2010, où Yaoundé est revenu sur sa décision, Djoumani estime que sous d'autres cieux, il allait partir en prison. Mais bien entendu. Mais la première personne qui doit partir en prison. Mais bien entendu. Ça coule de source. Ça coule de source. Quand quelqu'un prend une décision qui entraîne des violences d'un tel niveau, il y a plus de 3000 morts. Il y a plus de 3000 morts. Mais il faut qu'on ait le courage de dire que ce gars-là, il ne devait pas humer l'air frais de la liberté aujourd'hui. Il devait être en prison. Vous avez réagi. Il devait être en prison, ce monsieur-là. Parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire. Hein? C'est consécutivement à sa déclaration présentant Laurent Gbagbo comme vainqueur que tout s'est enclenché. Non, tu sais pourquoi je veux me prononcer en même temps. Tout s'est enclenché. Parce que s'il avait reconnu, comme la Constitution et comme la commission électorale, que c'est Ouattara qui avait effectivement, on n'en serait pas là.
on n'aurait pas perdu plus de 3000 personnes. Bon, écoute, D'accord, allez, non, tu sais pourquoi je vais me réagissez, prononcer? réagissez. Parce que On quand n'a le pas juge perdu constitutionnel, en 2020, dit que Ouattara peut être candidat et que c'est en train des morts, alors on fait comment? On fait quoi? Comme toi, tu dis, puisque Yaoundé l'a dit, et puis s'entraîner des morts, Yaoundé doit aller en prison. Quand le juge constitutionnel de 2020 dit que Ouattara peut être candidat et puis s'entraîner des morts, on fait quoi? On le met en prison? Ah non, c'est pas la même chose. Mais qu'est-ce que tu appelles n'est pas la même chose? Mais attends, tu fais exprès ou bien? Un mort n'est pas un mort. Chez toi, quoi? Il y a d'autres morts, il y a des morts qui doivent entraîner les gens en prison, il y a des morts qui doivent laisser les gens en liberté. Quand le juge constitutionnel dit que Ouattara doit être doit être candidat. Je préfère te laisser pour Il doit être candidat. Mais il y a aussi des candidats de l'opposition. Pourquoi vous n'allez pas à l'élection? Et vous choisissez la voie de la violence, la voie de la rue. Alors, monsieur, mais l'opposition avec ses candidats. L'opposition avec ses candidats. On va aller de l'avant. L'opposition avec ses candidats. la sélection. Pourquoi n'êtes pas allé à l'élection? Parler du lancement de l'élection alors que vous aviez des candidats. Le lundi 10 janvier 2022 à Sotra Industrie, dans la commune de Koumassi, le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à l'inauguration. Voilà, on le voit en image de l'usine d'assemblage automobile Made in Côte d'Ivoire, appelée Daily Ivoire. C'est le fruit d'un partenariat entre la Sotra et la société automobile ivoirienne italienne Iveco. Alors, c'est une unité qui va produire 1000 véhicules par an. Beta Michel, après ce débat houleux sur la sortie du procureur, plutôt de Yaoundé, et qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Vraiment, on voulait d'abord dire que aujourd'hui la Côte d'Ivoire s'inscrit dans une dynamique industrielle, c'est à saluer. Mais quand on fasse un peu plus la part des choses, on parle d'assemblage. Assemblage, hein, ça veut dire on colle les morceaux. Ça vous gêne? Non, mais quand on parle d'assemblage, on ne parle pas de meeting. Moi, tu vois, en fait c'est cette communication un peu, je vais dire, outrageante là, qui est faite là, qui me dérange. Parce qu'on fait une communication pour ne pas montrer la chose telle qu'elle est. C'est ça le problème. C'est de la propagande pour vous? Voilà, c'est de la propagande que de la réalité. C'est-à-dire, on dit assemblage, et puis nous on dit meeting. Attends, c'est laquelle des pièces moi, je vais vous dire, hein, tu sais que nous sommes tous les jours sur le terrain en tant que journaliste. Ça fait combien de mois j'ai vu ces véhicules-là à la Sotra? Je peux dire 3 mois par là. Les véhicules blancs là. Le seul que je n'avais pas vu, c'est celui qu'on appelle en orange blanc vert. Donc ça veut dire quoi? Ça fait 3 mois que ces véhicules-là sont garés dans le parking de Sotra Industrie. Les véhicules blancs là, que vous voyez là. Donc c'est quand ils ont commencé à assembler. C'est quand ils ont commencé à fabriquer. Bon, toutes ces questions-là, je me les suis posées. Et puis j'ai fini par là, j'ai dit, mais quand on dit assemblage, c'est assemblage. Quand on dit fabriquer, making là, c'est fabriquer. C'est quelles pièces on fabrique dans ce véhicule-là? On nous le dit. C'est quoi la différence? La différence, la fabrication est différente d'assembler. Sinon, assemblage, c'est pas où faire assemblage. C'est pas où faire assemblage. Pas making. Hein? Ils ne font pas making, ils font assemblage. Mais donc, nous, on fait assemblage. Et puis, on dit making. Ouais. C'est-à-dire que cette confusion-là, c'est une confusion de propagande. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est l'assemblage. Alors, Ambroise, c'est de la propagande pour Beta Michel. Je souris parce que c'est la vulgate des opposants, des croix, des dires. J'ai même vu sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui nous ont ramenés à 52 quand le président Félix Houphouët-Boigny, avec la collaboration des Renault, faisait aussi inaugurer une usine d'assemblage à l'époque des véhicules Renault. Il a eu le projet d'assemblage aussi. Voilà, voyez-vous. Mais là, vous pensez que les autorités ivoiriennes sont suffisamment naïves pour accoler l'étiquette Made in Côte d'Ivoire à une usine, comme il dit, d'assemblage simplement? Hein? Simplement. Non, mais là, tenez-vous bien, il y a plus de 500 pièces qui sont montées. Oui. Plus de 500 pièces. Oui. Qui sont produites ici. Qui sont montées. Et je vais plus loin, il y a un code constructeur. Oui. AJ09. Voilà. Ouais. Un code constructeur qui demande aujourd'hui, quand on met le véhicule, d'où ça vient, où ça a été monté. Oui. Avant, ce n'était pas le cas. Quand il me dit, c'est vrai, on me dit, avant Renault, j'ai dit Renault, excusez-moi, la Sotra montait des véhicules, mais ce n'était pas à ce niveau-là. Voilà pourquoi on ne peut pas me mettre une Côte d'Ivoire. Mais c'est quel niveau, il faut me dire. Mais j'ai dit, il y a plus de 500 pièces qui sont montées aujourd'hui. Ah, c'est le nombre de pièces qui sont montées. Mais ça démontre la technicité. Il y a eu un véritable transfert de technologie. C'est assemblage. Il y a eu un transfert de... Donc aujourd'hui, on peut parler de... Il y a assemblage, mais on peut parler de Made in Côte d'Ivoire qui semble choquer. Okay. Mais on peut parler de Made in... Parce que l'assemblage est à un niveau tel qu'on peut mettre... C'est ce que le Ghana fait. C'est quand même une fierté pour la... C'est ce que le Ghana fait. C'est la même chose de la volonté de ce pays. Aujourd'hui, il y a les véhicules Made in Ghana.
On se le dit Mais c'est le même processus, hein. C'est en Côte d'Ivoire, si les gens font la fine bouche et ils trouvent que c'est de la propagande de le dire. Mais au Ghana, quand ça a été fait au Ghana, les gens les ont applaudis. Ils ont applaudi le Ghana. On a applaudi, on dit voilà, qu'on doit faire un effort d'industrialisation, mais on dit faut dire le Ghana, on dit ses véhicules. Mais c'est le même processus. Il n'est pas différent. Alors, monsieur, il n'est pas différent. Est-ce que là, on tend vers la modernisation du secteur du transport en Côte d'Ivoire? Mais bien entendu, c'est évident qu'on a franchi un palier là. On a franchi un palier, comme il a dit, vers l'industrialisation. Et ça, c'est un pas de géant qu'il faut saluer au lieu de faire la fine bouche, au lieu d'étudier la polémique, de chercher une polémique qui est totalement stérile. Je sais pas. Parce qu'elle est improductive. Non, je sais pas. Elle est improductive. Elle nous amène à quoi, ça? Mais a dit les choses telles qu'elles sont. Non, tout. Qu'est-ce que tu appelles telles qu'elles sont? Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi avant on ne mettait pas Made in Côte d'Ivoire aujourd'hui? Mais c'est que tu dois te dire quelque chose qu'il y a eu. Mais c'est ce que je me suis dit là qui m'a entraîné à aller à la Sotra pour me pouvoir. Il y a un gap qui a été franchi. Il y a un gap qui a été franchi. Attends, ce cap-là, on l'appelle tel qu'il est. Nous, on veut qu'on mette les noms sur les choses. On ne veut pas qu'on mette plus de noms que les choses ont. Non. C'est ça. Parce que les choses sont comme ça. Je dis au Ghana voisin, c'est la même chose. Si on dit Made in Ghana d'assemblage, il y a Made in Ghana. Il y a Made in Ghana. Il y a quand même de la modernisation. Il y a un effort qui est fait. On le salue. Il faut le saluer. On le salue. Et puis, tu as tenu à ça. Non, mais pourquoi tu veux qu'elle maintienne à ce qui n'est pas? Mais je dis, on salue l'effort, mais on dit, dites les choses telles qu'elles sont. C'est tout. Est-ce que c'est trop? Tu veux qu'elles soient? C'est une usine d'assemblage de pièces auto. Que c'est pas bien fait déjà. Elle fait de l'assemblage. Alors, monsieur, visiblement, vous n'allez pas vous comprendre sur cette terminologie. Alors, on va parler un peu de ce que cela peut apporter à l'économie ivoirienne, Beta. Il faut dire que tout ce qui est créateur d'emplois est à saluer. Et ici, on parle de 500 emplois en plus, en dehors de ce que ça va créer. Et 1500 à terme. Donc, moi, je crois que tout ce qui crée de l'emploi est à saluer. Mais pour nous autres, quand on dit que la communication gouvernementale doit être moins propagandiste, parce que nous voulons être là dans la réalité pour mieux appréhender l'avenir. Moi, je prends un exemple simple. Tu sais, quand le chef d'État faisait son discours, il a dit les cités universitaires de Port-Boué 1 et 2 sont ouvertes. Nous sommes partis constater. Elles ont été aménagées, mais elles ne sont pas encore données aux populations, aux étudiants. Parce que pour nous, notre devoir, c'est de suffisamment mieux informer nos populations. Et à travers elles, les autorités qui doivent décider. Donc quand on dit assemblage, ce n'est pas pour faire la fine bouche comme l'autre. Ce n'est pas de l'opposition opposition. Pourquoi on va faire de l'opposition dans notre pays? On n'a même pas besoin d'opposition. On a besoin de dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être c'est sur ce coup-là, on ne s'entend pas trop parce que d'autres ont d'autres objectifs. Peut-être d'amadouer plutôt que de dire les choses telles qu'elles sont. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de débat même sur la question. Alors, c'est une valeur ajoutée pour l'économie ivoirienne? Mais absolument, absolument. Comme il a dit, toute chose qui crée de l'emploi est à saluer. Et c'est dans cette logique-là. Donc aujourd'hui, on peut dire que la Côte d'Ivoire fait un pas de plus vers l'industrialisation. On a beaucoup de chômeurs, donc si on crée il y a des initiatives comme ça pour embaucher des gens, 500 et puis 1500 à terme, ça fait des familles qu'on sort aussi de la pauvreté. Et ça, il faut le saluer. Alors, parce que notre plus grand ennemi, on se le dit pas toujours, mais c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui enlève à l'homme sa dignité, qui enlève au père de famille toute sa dignité, qui vraiment chosifie les gens. Donc moi, je crois que ce combat-là, on doit tous le mener et applaudir des deux mains ce qui vient d'être fait. D'accord. Les véhicules, dans un premier temps, seront destinés au marché local avant l'Afrique de l'Ouest et du centre. Selon vous, ça signifie quoi? Non, mais c'est une bonne chose. Il faut d'abord faire la proximité et puis étendre. Donc, je crois que ça répond aux besoins des autorités aussi de renouveler le parc auto. On a dit que c'était une des politiques sur laquelle le parc auto est vieillissant. Le parc auto est vieillissant, il faut le renouveler et puis permettre aux Ivoiriens d'avoir des nouveaux véhicules pour pouvoir... C'est une démarche normale. Voilà, parce qu'on a constaté avec le vieillissement des parcs auto, les accidents qui sont fréquents dus aux pannes de véhicules. Bon, donc je crois que c'est de bonne loi. Merci, on va partir pour la deuxième rubrique de cette émission, Focus Média africain, et là on s'intéresse à ce qui se passe au Mali. Le Mali a été sanctionné par la CEDEAO. Le pouvoir malien a annoncé le lundi 10 janvier 2022 le rappel de ses ambassadeurs en Afrique de l'Ouest et la fermeture de ses frontières avec ses voisins de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en réaction à sa mise sous embargo
par les dirigeants ouest-africains réunis la veille à Accra. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes et rappelle ses ambassadeurs dans les pays de la CEDEAO, affirme un communiqué lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement en uniforme, le colonel Abdoulaye Maïga. La junte annonce aussi fermer ses frontières terrestres et aériennes avec les pays de la CEDEAO. La CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont pris dimanche 9 janvier 2022 une batterie de mesures économiques et diplomatiques vigoureuses à l'encontre du Mali pour sanctionner l'intention de la junte de se maintenir au pouvoir encore plusieurs années. Les mesures sont la conséquence notamment de la promesse non tenue des colonels d'organiser le 27 février 2022 des élections présidentielles et législatives qui auraient ramené des civils à la tête du pays. La CEDEAO, qui maintient les échanges commerciaux des produits de première nécessité, a aussi décidé de couper ses aides financières et de geler les avoirs du Mali à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les pays membres vont rappeler leurs ambassadeurs au Mali, théâtre de 2 coups d'État militaires depuis 2020 et en proie à une profonde crise sécuritaire. Ces sanctions prennent effet immédiatement, ont-ils précisé. Elles ne seront levées progressivement que lorsque les autorités maliennes présenteront un calendrier acceptable et que des progrès satisfaisants seront observés dans sa mise en œuvre. Alors, Beta Michel, fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Mali et les autres pays de la CEDEAO, suspension des transactions commerciales, gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO sont entre autres sanctions qui ont été prises contre le Mali. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Non, mais le premier commentaire, c'est dit que bon, on est compatissant de la souffrance du peuple malien, hein, parce que nous l'avons vécu en son temps, en 2010, lorsque ces sanctions-là sont tombées sur la Côte d'Ivoire. Donc pour nous autres Ivoiriens, en tant que population ivoirienne, nous sommes compatissants de tout ce que le peuple va souffrir au regard de ces mesures draconiennes prises par la communauté internationale, par la communauté par la CEDEAO. Est-ce que ces mesures pour vous sont justifiées? Non, je disais, quand il y a la souffrance, justifier les mesures, ça ne suffit pas. Il faut trouver la juste mesure pour sortir de cette situation d'impasse, hein, et puis amener les uns les autres à renouer avec les pouvoirs civils. Mais comment le faire? C'est là la question. La CEDEAO a choisi la mesure forte. Mais est-ce que ça va produire les effets escomptés? Parce qu'aujourd'hui, couper les ressources financières des autorités maliennes, mais c'est les populations qui vont en sous-pâtir. Et décider de fermer les frontières, c'est les populations qui vont en pâtir. La population malienne, c'est des millions de personnes. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, avec la situation que vit le Mali, on aurait pu trouver une parade un peu plus souple que celle-là. Parce qu'en accentuant leurs difficultés, je ne sais pas ce que ça peut produire même. J'ai vu ça en Côte d'Ivoire et je ne souhaite à aucun autre pays de vivre cette situation. Ambroise, pour vous, c'est dur, ces sanctions-là? La CEDEAO va aller plus loin? La CEDEAO, non, elle n'est pas allée trop loin. Elle n'est pas allée trop loin. Moi, j'approuve les mesures qui ont été arrêtées parce que je condamne ce qui se passe au Mali avec le colonel Assimi Goïta, qui est un récidiviste, putschiste, il faut le dire, hein, parce qu'il avait déjà interrompu la première transition et il interrompt la seconde pour lui substituer une autre transition. Mais c'est totalement aberrant et c'est inacceptable. Moi, je trouve que c'est inacceptable. Le Mali ne peut pas aller de transition en transition. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il demande? Un mandat présidentiel. 5 ans. 5 ans, oui, justement, un mandat présidentiel. Attends, mais ça nous fait réagir. Il a évoqué des questions sécuritaires. Oh, mais non, ça ne demande pas 3 et 5 ans. Parce que ça va lui faire, quand on va lui donner les 5 ans, ça va lui faire 6 ans. Presque un septennat à la tête du Mali, sans avoir été élu. Mais c'est une aberration, je le répète. Hein? Parce que ça démontre une seule chose, cet homme et son groupe sont assoiffés de pouvoir. Ils ont vu un raccourci pour accéder au fauteuil et ils ne veulent plus le lâcher. Et ils ont réagi, il faut combattre ça. Ils ont pris des mesures réciproques à celles qui ont été prises par la CEDEAO. Ça relève du populisme. Ils ont rappelé les ambassadeurs du Mali qui sont dans les pays de la CEDEAO. Ça relève du populisme. Parce que la solution la plus humaine, la plus compréhensive aurait été qu'ils acceptassent de discuter avec la CEDEAO. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas le principe de la transition. Il est acquis. Ce qui est en jeu, c'est la durée de la transition. À partir de là, c'est discutable. Hein? Il peut mettre une proposition dans la balance pour dire, bon, on veut 1 an ou 2 ans, mais pas durcir de leur côté leur position, mais à quelle fin? Donc, les mesures qui frappent le Mali, d'abord, il faut rendre les autorités actuelles au pouvoir, il faut les rendre responsables.
Alors, Beta Michel, le pouvoir militaire demande 5 ans pour pouvoir régler les questions sécuritaires au Mali. Ambroise estime que c'est trop, c'est assez. Vous savez, quand on parle de pouvoir, moi j'aime toujours revenir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on a eu malheureusement un coup d'État en 1999. On l'a fait en presque de 12 mois, on est allé aux élections. On est retombé, même pas, dis-moi. Voilà, on est retombé dans une rébellion en 2002. Voyez-vous, quand on parle de le pouvoir militaire doit partir, mais quelles sont les conditions qui sont créées pour ne pas qu'on retombe dans ce genre de travers? C'est ça la grande question. Le Mali, depuis quelques années, est sujet à des coups d'État à répétition. Qu'est-ce que la CEDEAO fait pour que cela ne soit plus? On l'a vu avec Ibeka, il s'agissait de dégager les djihadistes. Jusqu'à aujourd'hui, les djihadistes sont... Vous estimez que la CEDEAO est responsable de ce qui se passe au Mali? Non, pour moi, la responsabilité est partagée. Mais pour moi, il faut trouver les solutions qui soient pérennes, qui fassent en sorte que le Mali puisse vivre comme il était le Mali, comment on dit, le Grand Mali. Donc vraiment, moi aujourd'hui je suis là à observer les réactions de la CEDEAO. Je dis mais qu'est-ce qu'elles vont produire? Et en même temps, je ramène cette situation à la Côte d'Ivoire en voulant précipiter la sortie de cette transition-là. À quoi s'expose le Mali? Moi je crois qu'aujourd'hui, la situation au Mali est tellement préoccupant pour toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, pour ma part, la première chose que la CEDEAO a fait, c'est de sécuriser le Mali. Chercher à chasser les djihadistes qui ont rendu le Mali, qui ont émietté le Mali, qui ont amputé le Mali d'une partie de son territoire. Si la CEDEAO, de concert, tous les États de la CEDEAO se mettent ensemble pour aller dans cette voie-là, je crois que la transition, ça sera pour quelque temps. Alors, vous avez parlé de responsabilité qui est partagée. Certains estiment que la France y est pour beaucoup dans ces décisions qui ont été prises. Non, mais quand tu te réfères à ce que la Côte d'Ivoire a vécu, tu sais que la France y est pour beaucoup. Ça, c'est clair. Parce que quand on bloque les ressources, la BCAO... Le procès de trop contre... Non. Tu sais, toujours en fait, la France, toujours la France. Quand on dit toujours la France, il faut arrêter de vouloir aussi montrer que les gens veulent forcément accuser la France. On connaît nos liens séculiers avec la France. On connaît les rapports avec la France. Donc, on sait que depuis toujours, la France est au Mali pour disons-nous, on l'a dit, pour arrêter l'avancée des djihadistes. Et aujourd'hui, les djihadistes, depuis combien d'années, les djihadistes sont toujours là. N'est-ce pas? Donc, on est en droit de se poser la question, mais qu'est-ce qu'a fait la France jusqu'ici pour que le Mali n'ait pas encore retrouvé son unicité avec la présence toujours vivace et active des djihadistes? On est en droit de se poser cette question-là. Et aujourd'hui, on voit des sanctions après la venue de Wagner, du groupe russe. Mais ces enchevêtrements-là, nous pouvons penser naturellement que la France est derrière toute cette situation. Vous pensez aussi que la France est derrière ce qui se passe au Mali? La France a inspiré cette décision à la CEDEAO? Le discours victimaire ou la logique des boucs émissaires, moi je réprouve ça totalement. On est assez grand aujourd'hui. 60 ans après nos indépendances, on ne peut pas toujours continuer à tout mettre sur le dos de la France. C'est pas possible. Parce que je dis, si nous, on dirigeait mieux nos États, si les dirigeants africains dirigeaient mieux leurs États, la France n'aurait pas à intervenir. Mais on est suffisamment grand pour régler nos problèmes. Moi je dis, si la France n'était pas intervenue avec l'opération Barkhane, aujourd'hui, on sait ce qui serait arrivé au Mali. Les djihadistes auraient sanctuarisé l'ancien empire mandingue. Ça, c'est une évidence. Donc, il faut aussi reconnaître ce que la France a fait de positif. Il ne faut pas seulement mettre le curseur sur ce qui n'est pas bon, sur ce que la France aurait fait. Mais non, la France aussi a posé de bonnes actions qu'il faut saluer. Maintenant pour le reste, on est suffisamment responsable, on est suffisamment mature pour prendre les responsabilités. Il dit, si la CEDEAO boute les djihadistes hors du territoire malien. Mais c'est facile à dire. C'est facile à dire. Comment la CEDEAO va s'y prendre seule? C'est facile à dire. Là, il faut la France. Mais absolument, il faut des puissances étrangères pour aider les États africains, pour bouter parce qu'ils sont armés. Ils ont des armes sophistiquées, les djihadistes. Parce qu'ils ont des sources de revenus que n'ont pas nos États. Mais c'est pourquoi les gens estiment que c'est la France qui est derrière. Et s'il faut la France pour chasser ces djihadistes-là. Mais je dis même, déjà, si nous faisons bloc déjà. Si nous faisons bloc avec l'appui forcément de la France, on peut y arriver. Non, vous pensez que c'est la France qui est derrière les djihadistes? Vous le pensez? Que c'est la France qui est derrière les djihadistes?
Non, il ne faut pas insulter notre intelligence. On a quand même Faut pas insulter notre intelligence. l'armée CEDEAO qui est là, et puis la CEDEAO même est prête à envoyer cette armée-là. Pourquoi ne pas utiliser cette armée-là pour chasser les djihadistes et puis continuer? Moi, je dis, ces efforts qui sont faits pour sanctionner le Mali, là, si ces efforts étaient faits pour chasser les djihadistes, on n'en serait pas à ce niveau-là. Parce que moi, je dis toujours, quand je parle de ces peuples africains-là, je m'en réfère à ce que la Côte d'Ivoire a fait. Mais tu penses que les sanctions sont tombées ex nihilo? Non, elles ne sont pas justifiables? Non, oui, il y a des sanctions. Mais qu'est-ce que vit le peuple? C'est ça la question. Nous, notre préoccupation, c'est le peuple malien. Mais il faut maintenant questionner les putschistes. Mais non, je questionne tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font pour sortir de la situation? Mais qu'est-ce qu'ils font pour sortir de la situation? Qu'est-ce que les putschistes font pour sortir de la situation? C'est la grande question pour ma part. Je suppose que, comme tu le dis, les putschistes font rien pour sortir de la situation. Mais ils font rien. Aujourd'hui, ils sont dans le populisme. J'ai pu entendre qu'ils sont en train de sortir. De sanctionner tout un peuple parce que des putschistes font rien pour sortir de la situation. Moi, je me souviens qu'en Côte d'Ivoire, on a envoyé une armée étrangère pour chasser un président parce qu'on a estimé qu'à un moment donné, c'était lui le problème. Si on estime que les sont des problèmes, on peut commencer à... Monsieur Beta, est-ce que vous n'estimez pas que la CEDEAO fait bien d'agir ainsi parce que c'est pour faire barrière au coup d'État en Afrique? Parce que ce pouvoir-là est là grâce à 2 coups d'État. Sur ce coup-là, la Côte d'Ivoire ne fait pas assez pour arrêter les coups d'État. Parce que les coups d'État constitutionnels sont ce qui motivent pas du Mali. Les coups d'État constitutionnels. Non, mais ces gens-là, ils justifient leur mépris des décisions de la CEDEAO par le fait que les présidents de la CEDEAO violent leur constitution et embrigadent leur peuple pour se maintenir au pouvoir. Ils justifient leur attitude ainsi. Mais attends, c'est pas moi, je n'invente rien. Justement, par rapport à ce qui se passe au Mali. La CEDEAO se discrédibilise avec ses présidents qui souvent embrigadent les peuples. C'est ça par aussi. Rapport à ce qui se passe au Mali, on assiste à un certain acharnement sur la toile d'une partie de la population malienne contre le président ivoirien. C'est ça. C'est pas anodin. Ça relève du populisme. Mais pourquoi tu veux voir du populisme? Et toi, tu vois pourquoi en commun? Pour toi, c'est ça relève Beta, il va parler, après vous allez réagir. Ça relève du populisme de la part des autorités, des populistes maliens. Ça relève de la junte malienne aujourd'hui. Elle veut détourner l'attention des populations maliennes des vrais problèmes parce que le vrai problème, c'est leur durée. Alors, cette personne estime que c'est Ouattara qui a inspiré cette décision contre le Mali. Mais ça c'est incurver les choses. C'est incurver les choses. C'est désigner un faux coupable. Ouattara n'est pas le coupable de la situation. Le vrai coupable, c'est Assimi Goïta et ses hommes qui veulent 5 ans. Parce que c'est qu'on mette le doigt sur le vrai problème. Le vrai problème, c'est ça. La CEDEAO dit on ne veut pas de 5 ans. Mais ils s'en tiennent à ça, mordicus. Mais pourquoi ils ne mettent pas une autre date dans la balance? Pourquoi ils disent pas ils avaient donné la date de février. Oui, février 2022. Pour pouvoir organiser les élections. Mais aujourd'hui, ils ont oublié ça. Ils sont pas sincères, vous le pensez? Mais ils sont pas sincères, c'est un euphémisme. Hein? Ils sont d'une mauvaise foi crasse, c'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Non. Alors, Beta Michel, on vous donne l'occasion de réagir sur cette question, cet acharnement contre le président Ouattara. Non, moi je pense que ce n'est pas un acharnement, c'est des faits qui emmènent ces populations-là à constater certaines dérives aussi dans certains pays. Vous avez vu, quand on il arrive à la Constitution. Non, quand on arrive en Guinée, comment ils ont justifié leur coup d'État? Non, mais comment ils ont justifié leur coup d'État en Guinée? Comment ils ont justifié leur coup d'État en Guinée? Parce qu'ils ont estimé que le président Alpha Condé avait violé la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Tu vois, c'est des choses qui souvent, je sais que mon ami Ambroise évite d'en parler ou bien de toucher les choses du doigt, mais il veut louvoyer. Moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez louvoyer avec les réalités. Il donne son opinion. C'est pas un louvoiement. Moi, je le vois. Toi, tu ne le vois pas. Non, moi, je s'en fous. Moi, je dis, on a Guinée. Non, je peux te renvoyer le compliment. C'est pas un compliment. Ah bon, je veux que ça sorte de ta bouche. Je disais qu'en Guinée, comment ils ont justifié leur coup d'État? Parce qu'ils ont estimé que le président avait violé la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Oh, donc, c'est un raccourci. Ah, voilà. C'est un raccourci comme Non, tu sais, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où les peuples africains ont fait preuve font preuve quand même d'une certaine maturité. Donc, c'est pourquoi moi, je souhaite que notre CEDEAO aussi fasse preuve de plus de maturité que celle qu'on observe. Parce que les sanctions, quand on brandit là, je sais que c'est pour ça, s'ils veulent tenir, peut tenir 1 an vis-à-vis de ces sanctions, 2 ans vis-à-vis de ces sanctions. Mais le peuple malien va en pâtir.
C'est ça ma grande préoccupation. Et la sécurité de la sous-région va être menacée encore davantage. Ce peuple-là pourra se soulever contre le pouvoir en place. Ah mais oui. Quand ça va durer, non, c'est vos calculs quoi. Ça va durer, perdurer, mais il y aura un effet de lassitude. Alors, monsieur, par rapport à cette situation au Mali, le PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a réagi à travers son porte-parole Kone Katina qui a estimé au nom du parti que ces sanctions sont excessives et impertinentes. Ambroise? Je lui laisse la responsabilité des termes qu'il a employés. Et tout c'est excessif et inapproprié. Mais il faut lui demander pourquoi et dans quelle mesure. Moi, il a expliqué? Bon, je n'ai pas suivi la conférence, je n'ai pas suivi son développement. Mais moi, j'estime que c'est des sanctions qui sont justifiées. Ils sont justifiées parce que c'est une junte, on a en face une junte qui veut ruser. Comment vous comprenez donc cette réaction du PPACI? Mais le PPACI, et puis il y a une totale incohérence. Parce qu'il ne peut pas soutenir, voilà, il ne peut pas soutenir un putsch. Il ne peut pas soutenir un putsch. Dans la déclaration, il reconnaît que c'est par coup d'État que ce pouvoir. Voilà. Là, ils affirment même que ce n'est pas un soutien au coup d'État. Mais c'est difficile à comprendre comme ça. C'est facile à comprendre, puisque on pourrait rétorquer que la CEDEAO aussi a cautionné un putsch. Parce que, non, mais c'est ça aussi. Non, tu sais, en fait, je ne sais pas si tu fais exprès, mais tu refuses de regarder les choses telles qu'elles sont. Sortons de ce schéma-là. De Ouattara violer la Constitution, qui pour toi justifierait tout. Sortons de ce schéma-là et appréhendons les choses. C'est pas moi je le dis, même que Ouattara. Appréhendons les choses avec responsabilité. Je dis, que le PPACI désapprouve les sanctions et qu'il soutienne les putschistes, ils n'ont pas dit soutenir les poussistes. Le PPACI a dit simplement que l'instrumentalisation de la Banque centrale à des fins politiciennes, ce n'est pas la bonne méthode. On l'a vu ici, on a vu ce que ça crée. Ici même, on allait plus loin. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, en le disant, le PPACI veut mettre la CEDEAO vis-à-vis des sénateurs. Il faut bien prendre des sanctions. Il faut bien sanctionner. Il faut bien sanctionner. Par les dirigeants de la CEDEAO, parce que quand on dit on gèle les avoirs du Mali à la BCEAO, c'est pour dire quoi? La BCEAO joue maintenant un rôle politique alors qu'elle était un instrument financier. C'est ça aussi. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une Afrique où il est temps pour ceux même qui dirigent, pour ceux qui prennent des décisions, de mieux mesurer leurs décisions. Parce que la finalité de tout ce que nous faisons, c'est pour les peuples et pour nous-mêmes, les populations. Donc, moi, je crois qu'en le disant, le PPACI veut attirer l'attention de la CEDEAO sur la vie, la nouvelle vie qu'ils vont imposer au peuple malien. Et cette nouvelle vie-là n'est pas faite pour nous arranger. On va assister à une exode massive des populations. Et ces populations iront où? Dans les pays de la sous-région. Déstabiliser le système social dans ces pays-là. C'est ça aussi, il faut éviter. C'est cette crainte qui fait réagir le PPACI. Oui, mais qui fait réagir tout homme soucieux. Non, le PPACI. Non, mais pourquoi tu veux voir forcément un soutien? Non, je soutiens la position du PPACI en ce sens que le PPACI a accentué sa déclaration sur l'intérêt des populations maliennes à cette situation-là. Comment les populations maliennes vont vivre cette situation? Mais on ne peut pas quand même toujours rester là en train de dire la population. Pourtant, des gens sont en train de prendre le pouvoir à travers des coups d'État. Mais attends, si on estime que les gens prennent le pouvoir à travers les coups d'État, moi je dis qu'il y a deux choses qu'il faut observer au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO, dans ses tests, condamne toujours les coups d'État. Mais on voit qu'il y a des coups d'État même sur lesquels la CEDEAO ne condamne pas. Où ça? Lesquels? Non, j'en viens. La Guinée, ça a été condamné? Non. Au Mali, ça a été condamné? Non, quand il dit condamne pas, quand on condamne, on demande le rétablissement du président. Oui. Mais ce qui ne se fait pas. C'est ce qui est demandé justement. Non, mais ça ne se fait pas. Mais une chose est de le demander, une autre est que mais quand on a le pouvoir, de pouvoir sanctionner, de pouvoir engager l'action militaire, souvent il faut engager l'action militaire pour le rétablir aussi. Mais c'est ça aussi. Ça montre les limites de la puissance de la CEDEAO. C'est que tu pointes là. Ça montre les limites de la puissance. Mais moi, je dis la CEDEAO dans son rôle, en sanctionnant la junte malienne. Elle est dans son rôle. Parce qu'elle ne peut pas les regarder impuissante. Il fallait bien faire quelque chose. C'est vrai. Moi, il y a deux mesures que je désapprouve dans la batterie des sanctions qui a été prise. Lesquelles? C'est le gel des avoirs du Mali à la BCEAO. Parce que là, du coup,
pour payer les fonctionnaires maliens. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Ça va mettre la pression sur les pauvres populations qui étaient déjà pas logées à bonne enseigne. Du côté financier, s'entend. Mais la deuxième mesure, c'est qu'on dise que l'État malien et comment on appelle, transactions, toutes les transactions commerciales, ça veut dire que Orange Money et tout ça sont coupés. Hein? Et je trouve que ça, c'est une décision vraiment. Parce que le petit peuple vit de ça. Hein? Ceux qui sont la diaspora, parce que la diaspora, elle est connue comme dynamique. Hein? C'est une diaspora qui est très dynamique. Et l'argent qu'ils envoient au pays même, ça doit faire. Ça compte dans le PIB. Voilà, ça compte dans le PIB. Hein? Ça atteint des sommes faramineuses. Donc, du coup, on appauvrit davantage la population qui n'était pas déjà riche. Donc, moi, c'est ces deux mesures-là, gel du compte de l'État malien à la BCEAO et puis rupture de toute transaction commerciale, hein, financière avec le Mali. Et tout que ça, c'est excessif. C'est excessif. Voilà. Sinon, a priori, je suis d'accord avec les sanctions. Mais je dis maintenant qu'il faut les graduer. Et voilà, il y a des sanctions qu'il ne faut pas donner. Il y a l'Union européenne qui semble approuver ces sanctions qui ont été prises par la CEDEAO. On n'est pas étonné. On n'est pas étonné, on l'a vu toujours quand la CEDEAO prend, l'Union européenne suit, la France suit, et puis bon, on a toujours tendance à croire qu'ils sont des mèches dans les sanctions. Bon, écoute, c'est le jeu de la diplomatie. Voilà, c'est le jeu de la diplomatie, c'est le jeu des grands groupes. À votre avis, cette situation peut durer combien de temps comme ça, Ambroise? Je n'ai pas une boule de cristal, mais je prie Dieu que ça ne dure pas le plus longtemps possible. Parce que les populations maliennes vont... Moi, je crois que déjà même la junte, selon certaines informations, selon certaines indications, elle a réduit encore son délai de se maintenir. Bon, on m'a parlé de 16. En plus 16 mois. Ouais, de ce qu'elle a déjà voilà. fait. Moi, je trouve ça réaliste. Moi, je dis, ça, c'est des discussions. Donc, je dis que déjà, la gente a déjà réagi pour emmener la CEDEAO à adoucir ces mesures draconiennes. C'est que le président, il a appelé au dialogue lors de sa voilà, moi, je les voilà, c'est le terrain sur lequel moi, je les attends. D'accord. Qu'ils ouvrent la voie du dialogue. On espère que les choses iront pour le mieux, afin que le peuple malien, de qui nous sommes solidaires, moi je le dis, aujourd'hui sur le plateau, je profite pour dire au peuple malien, nous sommes solidaires de vous, et que vraiment ce qui vous arrive, nous avons vécu à un moment donné, et nous savons ce que ça coûte. Vraiment, soyez forts, et que Dieu nous aide dans cette épreuve difficile. Voilà. Merci. C'est la voie la meilleure, parce que l'escalade verbale va nous amener dans une impasse. Ça va nous amener dans une impasse. Merci, messieurs. Monsieur Beta Michel, merci. Merci, Ambroise Otiti. En tout cas, c'était houleux ce soir à travers nos 3 sujets. Merci à vous pour vos différentes analyses pour cette émission de la revue de presse au grand format. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et puis, très bonne suite de nos programmes sur l'ensemble de nos plateformes. À très bientôt. Au revoir. Merci à l'Intelligence TV. Merci, Khalid.